Voilà, nous entamons ici le deuxième module de notre programme de formation intitulé l'alimentation et nutrition des poissons d'eau douce. Voilà, dans l'alimentation et nutrition des poissons d'eau douce, ici nous allons partager sur les différents préceptes, les différents concepts aussi, qui tournent autour de l'alimentation des poissons. Voilà, nous allons commencer par définir les différentes terminologies et les mots à retenir et à maîtriser dans le jargon de l'alimentation des poissons pour mieux comprendre déjà ce que c'est, parce que lorsqu'on vous parle d'alimentation des poissons, les uns et les autres, parfois, se demandent si le poisson mange comme les hommes. Non. Il y a d'autres, on mange les mêmes produits, les mêmes sous-produits agricoles, mais il y a une façon précise de préparer et de transformer tout ça. Nous allons essayer ici de d'élucider le mystère pour que les uns et les autres puissent être étayés sur cette compréhension et qu'à l'avenir, ils soient capables de savoir ce que le poisson doit manger, ce que le poisson ne doit pas manger. Alors, le premier sous-module est intitulé Alimentation des poissons d'eau douce. Et le deuxième sous-module sera intitulé La nutrition des poissons. Parce qu'il faut savoir, il y a une différence systématique entre l'alimentation et la nutrition. Donc, nous allons commencer par éclater l'alimentation. Voilà, l'alimentation des poissons d'eau douce. Alors, sans plus tarder, nous allons directement commencer par la définition de certaines terminologies ou certains mots que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Le premier étant l'indice de conversion alimentaire, IC, et en anglais FCR. FCR, c'est en anglais, Food Conversion Ratio, et en français, indice de conversion IC. Voilà l'abréviation. Alors, vous allez souvent entendre cette expression régulièrement quand il s'agit d'alimentation. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'IC. C'est pourquoi ici, nous allons essayer d'éclairer les lanternes. Nous allons prendre un exemple très simple pour essayer d'expliquer le contenu de cette page. Parfois, vous allez au marché, vous achetez des aliments, des sacs de provende pour poissons, si nous pouvons appeler ça comme ça. Alors, lorsque vous ramenez ces sacs de provende à la maison, vous donnez à manger à vos poissons et vous vous arrêtez là, sans toutefois chercher à savoir si la provende que vous avez donnée à vos poissons est de bonne qualité ou pas. Sans toutefois chercher à savoir si les poissons aiment la provende que vous leur donnez ou pas. Lorsque vous donnez en principe de l'aliment aux provandes, aux poissons, vous prenez de la provende aux poissons, vous devrez après être à mesure d'évaluer la quantité de chair que vos poissons ont obtenue après avoir consommé l'aliment que vous les avez donné. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ce travail, alors vous serez en train de gaspiller de l'argent et gaspiller aussi le temps. C'est ça l'indice de conversion. Indice de conversion alimentaire, c'est tout simplement le gain en termes de chair, en termes de poids que vous obtenez lorsque vous donnez à vos poissons une certaine quantité de provende. Et c'est cet indice de conversion alimentaire qui nous permet de savoir si effectivement le poisson mange suffisamment. Et c'est cet indice de conversion alimentaire qui nous permet de savoir si l'aliment que nous donnons est de bonne qualité. Si vous donnez par exemple 1 kg d'aliments à vos poissons et qu'en retour, ces poissons vous donnent 100 grammes de chair. Donc vous gaspillez 1 kg d'aliments pour avoir 100 grammes de chair. Vous voyez que c'est une grosse perte en termes de temps et en termes d'argent. C'est une perte énorme. On devrait être à mesure de donner aux poissons 1 kg d'aliments pour avoir 1 kg de chair. Là, ça sera vraiment gagnant-gagnant. Mais il y a des aliments sur le marché, vous allez donner 1 kg d'aliments aux poissons et vous allez obtenir après 100 grammes de chair. Donc, lorsque vous achetez vos aliments, généralement auprès de vos vendeurs spécialisés, vous devez leur poser la question de savoir c'est quoi l'indice de conversion alimentaire de l'aliment que vous me vendez. Et vous verrez que très peu de fournisseurs seront à mesure de vous répondre avec précision sur cette question. Parce qu'ils vendent des aliments sans toutefois comprendre quel est le niveau d'indice de conversion alimentaire
de ce qu'ils proposent sur le marché. Donc, à l'avenir, vous devez vous familiariser avec la notion d'indice de conversion alimentaire. Si nous allons tout de suite au niveau du paragraphe 3, il est précisé l'efficacité avec laquelle les aliments sont convertis par les poissons en chair est connue sous le nom de taux de conversion alimentaire. Un FCR de 1.2. Si par exemple, vous voyez sur un sac d'aliments indice de conversion alimentaire 1.2, cela veut dire tout simplement qu'il faut donner 1.2 kg de cette provende au poisson pour produire 1 kg de poisson. Donc, si vous gaspillez 1 kg, 1,2 kg d'aliments, en principe, vous allez obtenir 1 kg de poisson, de chair de poisson. Mais si vous décidez, donc un poisson, ça ici c'est relatif au cas d'un seul poisson, pas deux poissons. Si je donne 1,2 kg d'aliments à un poisson, ce poisson doit me donner 1 kg de chair. C'est ça l'indice de conversion. Si vous allez au niveau du dernier paragraphe, on vous dit un indice de conversion inférieur fait référence à une efficacité plus élevée. Si vous avez par exemple un indice de conversion qui est de 3, ça veut dire que c'est une grosse perte. Donc il faut donner 3 kg d'aliments au poisson pour avoir 1 kg de chair. Voilà. Donc à l'avenir, lorsque vous vous munissez des aliments sur le marché, rassurez-vous que l'indice de conversion alimentaire de cet aliment est assez intéressant pour espérer avoir un bon taux de conversion. Voilà ainsi apporter la définition de l'indice de conversion alimentaire. Nous allons avancer sur la prochaine terminologie. Je tiens à préciser que dans l'élevage des espèces aquatiques, il existe plusieurs catégories d'aliments. Nous pouvons avoir 3 catégories d'aliments, plus précisément. L'aliment naturel, l'aliment que nous retrouvons dans l'eau, de façon naturelle dans un plan d'eau, facilité par la nature, sans toutefois avoir une intervention humaine. Nous retrouvons des aliments naturels. C'est pourquoi les poissons qui vivent dans les lacs, dans les cours d'eau, dans les rivières, en général, ont de quoi manger. Voilà. Donc, c'est cet aliment naturel qui constitue leur alimentation de base. Nous avons l'aliment complémentaire et l'aliment complet. Alors, c'est possible dans un projet d'élevage de poissons à domicile de combiner ces 3 différentes catégories d'aliments pour avoir une bonne efficacité. L'aliment complémentaire et l'aliment complet seront détaillés dans l'exposé ci-dessous. Alors, c'est quoi l'aliment naturel? Nous avons donné déjà vaguement une brève explication en amont, mais nous allons encore un peu plus apporter des précisions dans cette étape. Si vous vous rappelez, hier, lorsque nous parlions de l'oxygène, nous avons parlé du phénomène de photosynthèse. Nous avons précisé que la photosynthèse, en fait, en elle-même, c'était un mécanisme assez simple qui était facilité par le soleil. Ceci dit, le soleil, lorsque le soleil apportait ses rayons à la surface de l'eau, de notre bassin, ce soleil, en apportant ses rayons, venait effectivement avec de la lumière. La lumière aussi vient avec la température élevée. Alors lorsque cette lumière fléchit ses rayons à la surface de l'eau, les plantes aquatiques qui se trouvent dans cette eau produisent de l'oxygène pour permettre aux poissons de vivre. Aussi, cette lumière facilite et accélère la production des micro-organismes aquatiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, que nous appelons phytoplancton et zooplancton. Ce phyto et ce zooplancton sont des aliments consommés par le poisson. Et ce phyto et ce zooplancton sont produits de façon naturelle par le soleil. Donc, en l'absence totale de l'ensoleillement,
vous en convenez avec moi que le plan d'eau ou le bassin d'élevage ne pourra pas avoir de l'aliment naturel. C'est pourquoi lorsque vous décidez de placer votre bassin d'élevage dans un environnement, il faut tenir compte du degré d'ensoleillement parce que le soleil favorise la production de l'aliment naturel. Voilà ainsi une explication terre à terre, comme on dit souvent dans le langage du quartier, pour mieux comprendre le phénomène d'aliment naturel en aquaculture. Donc, c'est un aliment qui est produit par la nature, d'où l'expression aliment naturel, facilité par le soleil ou la lumière, en quelque sorte. Voilà. Mais il faut préciser aussi que toute chose n'est pas seulement, n'est pas seulement bonne. L'alimentation naturelle devient un problème dans la mesure où elle se fait en excès. Donc, il faut apporter de l'ensoleillement dans votre bassin, certes, mais il faut toujours vous rassurer que le soleil produit du phytoplancton, mais que la quantité ou la densité de phytoplancton qui est produite soit proportionnelle au nombre de poissons dans le plan d'eau. Parce que si ce n'est pas proportionnel, alors vous risquerez de produire beaucoup trop de phytoplancton que la normale et avoir une sursaturation dans le milieu. Et rappelez-vous que nous avons précisé hier dans notre présentation que si le plan d'eau est beaucoup trop chargé en phytoplancton, alors cela va créer aussitôt une compétition dans le bassin la nuit, parce que le phytoplancton, en journée, en présence de la lumière, produit de l'oxygène qui est consommé par les poissons, mais dans la nuit, ça devient le phénomène inverse. Il aura besoin plutôt de consommer l'oxygène et rejeter le gaz carbonique qui sera toxique pour le plan d'eau. Mais si la quantité de phytoplancton n'est pas considérable, si elle est insuffisante, ce n'est pas bon. Mais si elle est proportionnelle à la quantité de poisson, ça veut dire que la nuit, lorsqu'elle va commencer à consommer l'oxygène, elle va consommer la quantité d'oxygène nécessaire pour la quantité de phytoplancton disponible sans toutefois entraver le niveau de consommation d'oxygène par les poissons. Et il n'y aura pas de compétition. Mais si vous produisez beaucoup trop de phytoplancton, alors il y aura compétition avec les poissons. Donc l'aliment naturel est bien, mais doit être produit dans les règles de l'art. Dernier paragraphe, bien sûr, l'abondance de l'aliment naturel dépend directement de la concentration de divers niveaux de qualité de l'eau et peut être améliorée par cholage ou fertilisation organique. L'alimentation naturelle, dans un étang, peut être catalysée, certes par la lumière, catalysée par le soleil et aussi par des éléments que nous allons citer plus bas, notamment la fertilisation organique et la fertilisation minérale. Donc, pour produire de l'aliment naturel dans un étang, nous pouvons faire recours à la fertilisation organique aussi. La fertilisation organique consiste à apporter des déjections d'animaux terrestres dans les plans d'eau pour enrichir le milieu en matière organique et faciliter la consommation des poissons. Alors, lorsque nous parlons de fertilisation organique, nous faisons allusion aux fumiers d'animaux, aux excréments d'animaux, aux urines d'animaux et autres. Il y a des gens qui font l'élevage des volailles, qui font l'élevage des porcs, qui font l'élevage des animaux terrestres en général, dont ils peuvent récupérer le fumier de ces animaux pour apporter dans les plans d'eau et fertiliser davantage le plan d'eau pour faire faciliter la prolifération du phytoplancton, du zooplancton et faire manger les poissons. Nous allons décrire plus bas les différentes intégrations qui existent entre le poisson et les animaux terrestres pour produire davantage de la matière organique.
Alors, pour la fertilisation organique qui produit l'aliment naturel, nous pouvons intégrer le poisson avec le canard. Pour intégrer le poisson avec le canard. Donc, vous pouvez par exemple au-dessus de votre étang d'élevage, au-dessus de votre plan d'eau d'élevage, mettre des canards qui vont bien sûr vivre au-dessus de l'étang, produire des déjections qui pourront fertiliser l'étang, produire aussi des urines qui pourront fertiliser l'étang. Et lorsqu'ils vont produire ces déjections qui vont se verser dans l'étang, en présence de la lumière, comme nous avons précisé, la lumière viendra décomposer ce fumier et produire du phyto et du zooplancton que vos poissons vont consommer. Mais cependant, comme précisé dans le dernier paragraphe en couleur, vous devez savoir qu'il faut toujours éviter l'excès dans toute chose. Quand il y a de l'excès dans quelque chose, cela devient forcément toxique. Il faut respecter la quantité de canards en fonction de la densité, en fonction du nombre, en fonction de la surface de votre étang. Si vous avez par exemple un étang de 1000 mètres carrés, vous devez mettre au-dessus de cet étang maximum une trentaine de canards. Maximum une trentaine de canards. On peut aller sur 35 canards maximum pour fertiliser un étang de 1000 mètres carrés. Ça veut dire que si vous mettez 200 canards au-dessus de l'étang de 1000 mètres carrés, alors vous allez produire beaucoup trop de fumier et ça va devenir toxique pour vos poissons. Vous allez dire non, parce que je vais produire l'aliment naturel, il faut que je mette le maximum de canards possible au-dessus de mon étang. Vous allez entrer dans le gaspillage. Et rappelez-vous que nous avons dit tout aliment en excès est nuisible pour le poisson. Parce que la quantité qui n'est pas consommée va devenir matière solide après. Et matière solide après décomposition va vous donner de l'ammoniac. Et l'ammoniac est un élément toxique pour la pisciculture. Donc, il faut respecter la densité de 30 canards pour un étang de 1000 mètres carrés. Alors, lorsque nous parlons du refuge ici de 13 à 14 mètres carrés, ça veut dire que vous pouvez construire sur pilotis un refuge de maximum 14 mètres carrés pour loger tous les 35 canards au-dessus de l'étang, afin que les déjections de ces canards vont directement dans l'eau. La deuxième intégration que vous pouvez mettre en place pour produire de la matière organique ou de l'aliment naturel, ce sera d'intégrer les poissons avec les poules. Que ce soit les poules pondeuses ou que ce soit les poulets de chair, vous pouvez les intégrer avec le poisson. Donc, soit mettre au-dessus de votre étang des poules qui vont effectivement porter le fumier directement dans le bassin, comme nous avons précisé pour les canards. Mais cependant, la légère précision que nous allons apporter ici serait de faire très attention à l'intégration avec les poules. Par contre, les canards, dans l'intégration, est vivement plus recommandé que les poules. Pourquoi? Parce que les canards sont beaucoup moins assujettis à certaines maladies contagieuses comparativement aux poules. Si vous utilisez des poules pour intégrer avec vos poissons et que, par malheur, ces poules tombent malades, sont atteintes de maladies contagieuses comme par exemple la grippe aviaire et que ces poules défèquent ou renvoient leur déjection dans l'eau où se trouvent vos poissons. Faites très attention parce que le plan d'eau sera contaminé et cela constituera une grosse entrave à la production de vos poissons. Même si vos poissons ne meurent pas, peut-être c'est le cas de certaines expériences que les gens ont eu à remarquer, peut-être ils ont eu à intégrer des poules malades avec des poissons et ils n'ont pas eu de poissons morts dans le bassin. Pour eux, cette expérience est largement suffisante pour conclure que les poissons intégrés avec des poules malades n'apportent pas de problème. C'est faux parce que si vos poules sont malades et déjectent dans l'eau, rassurez-vous,
les poissons sont contaminés. Si vous faites une analyse organoleptique, donc une analyse de la chair de vos poissons, vous allez constater que la chair de vos poissons est atteinte, elle n'est plus de bonne qualité. Parce que un poisson en santé, ce n'est pas seulement un poisson qui est vivant, ce n'est pas seulement un poisson qui est apparemment sain, mais un poisson vivant peut être un poisson malade. Donc, mes chers amis, faites très attention concernant l'intégration. Même l'utilisation de certains antibiotiques quand vous faites l'élevage des poulets et que ces poulets sont intégrés à vos poissons, sachez que les déjections de ces poules contiennent aussi des antibiotiques. Et ces antibiotiques iront forcément se retrouver dans l'eau où se trouvent vos poissons et ce n'est pas une bonne chose. Si vous voulez intégrer des poules avec vos poissons, il est fortement recommandé d'intégrer des poules saines, en bonne santé et qui suivent un bon programme de vaccination pour être à l'abri de certaines maladies. Alors bien sûr, comme pour le canard, pour un étang de 1000 mètres carrés, nous recommandons de rester au maximum à 50 poulets intégrés avec votre plan d'eau. Au-dessus de cette valeur, vous allez apporter en abondance de la matière organique et vous allez tuer vos poissons. Comme troisième élevage intégré que nous recommandons pour produire l'aliment naturel, c'est l'intégration poisson-porc. L'intégration poisson-porc est une intégration autant pour moi assez intéressante parce que les porcs produisent beaucoup plus de déjections que les poules et que les canards. Vous verrez par exemple ici, pour un étang de 1000 mètres carrés, nous avons besoin que de 3 porcs. Pas plus de 3 porcs pour fertiliser un étang de 1000 mètres carrés. Pas plus de 3 porcs. Donc, vous voyez, après mes différentes visites de sites dans des exploitations d'élevage de poissons, parfois j'ai constaté que les gens intègrent plus de, plus de 3 porcs. Parfois, vous retrouvez 10 porcs. Parfois, vous retrouvez 15 porcs sur un petit étang de 100 mètres carrés. Vous vous attendez à quoi comme résultat? Il y aura une trop grande production d'excréments et cela va provoquer une grande prolifération d'algues et apporter des anomalies au niveau de vos étangs. Donc, il faut toujours respecter la densité de mise en charge, respecter la quantité de porcs à apporter au-dessus de vos étangs pour ne pas surdoser. Donc, on retient 1000 sur 1000 mètres carrés d'étang, apporter 3 porcs maximum. Comme cela a été précisé pour les porcs aussi sont souvent vecteurs de certaines maladies, certaines pathologies. Il faut faire très attention lorsque vous intégrez les porcs à vos étangs. Rassurez-vous que les porcs que vous intégrez sont en bonne santé. Rassurez-vous que les porcs que vous intégrez suivent un bon programme vétérinaire. Rassurez-vous que les porcs que vous intégrez ne sont pas porteurs de maladies. Le cas d'espèce, nous avons constaté que la peste porcine africaine, qui est une maladie récurrente en porciculture, vient avec beaucoup de conséquences au niveau des étangs d'intégration. Si ces porcs défectent dans l'eau, rassurez-vous, les poissons que vous élevez, même s'ils restent vivants, sont des poissons qui sont toxiques pour l'alimentation. Certes, nous sommes en Afrique, nous avons faim. Très peu de personnes seront d'accord pour éradiquer ce style de poisson dans les étangs, soit disant que les poissons étaient contaminés par les porcs. Ils vont toujours mettre sur le marché pour consommation. Mais en réalité, ce sont des poissons qui devraient ne pas être consommés. Retenez-le clairement. Voilà pourquoi l'intégration aussi a des conséquences désastreuses lorsque l'élevage terrestre n'est pas bien contrôlé. Il aura un impact assez négatif et néfaste sur l'élevage aquatique. Le dernier type d'intégration que nous recommandons, c'est l'intégration riz-poisson. Ici, nous parlons de rizipisciculture. La rizipisciculture, c'est l'intégration dans le même plan d'eau du riz et du poisson. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le poisson, lui, dans ses déjections, produit des engrais, notamment l'urée.
qui permettent de fertiliser le riz. Et le riz, après avoir été fertilisé par les déjections du poisson, produisent des feuilles qui est consommée aussi par des poissons herbivores. C'est pourquoi l'intégration riz-poisson ne peut pas se faire avec toutes les espèces, parce que les espèces de poissons n'ont pas tous le même régime alimentaire. On a des poissons qui ne consomment pas forcément un X ou un Y. L'intégration est souvent beaucoup plus conseillée avec les poissons herbivores comme la carpe commune, la carpe argentée ou le tilapia, qui sont des poissons d'intégration avec le riz parce qu'ils sont des poissons herbivores. Ils consomment beaucoup plus facilement les feuilles produites par le riz. Voilà. Donc, ce type d'intégration est beaucoup plus recommandé dans des bas-fonds parce que le poisson parvient à avoir l'aliment naturel qui est produit par le riz et le riz grandit par les déjections ou le fumier produit par le poisson. Voilà. Donc, vous avez ici quelques caractéristiques de ou de densité à apporter pour une intégration riz-poisson que vous pouvez retrouver dans le commentaire.